Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le vendredi 6 juin. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous en ce début de journée, content de vous retrouver. Avez-vous suivi ce qui va devenir certainement une des guerres de mots ou une des bagarres entre deux puissantes personnes? Va certainement devenir une histoire à de multiples rebondissements. Ça a commencé hier. Tout ça, je parle de Elon Musk et de Donald Trump. Vincent Maisonneuve, bonjour. Bonjour, Mathieu. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, mais rien ne va plus entre les deux hommes qui étaient pourtant si proches il y a quelques jours à peine, en apparence du moins. Oui, je regardais ça hier et vous savez que Donald Trump est un amateur de lutte. Et on avait l'impression d'être dans un épisode de WrestleMania où deux alliés, tout à coup de théâtre, deviennent des ennemis jurés et commencent à s'envoyer des baffes l'un l'autre. C'est un peu à ça qu'on a assisté hier par médias sociaux interposés. Là, Donald Trump sur sa plateforme. Oui, Donald Trump sur Truth Social et Elon Musk sur X. Mais il y a des conséquences quand même très graves. Hein. L'action de Tesla qui a baissé de 14 il y a beaucoup de gens qui ont des actions de Tesla dans des fonds communs. C'est pas toujours drôle de voir ça tomber comme ça. C'est pas sans conséquence, mais en même temps, il y a bien des gens qui l'avaient prédit, qu'à un moment donné, il allait y avoir un divorce et que ça allait être spectaculaire. C'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment. Alors, on va y revenir dans les prochaines minutes. Certainement. C'est vendredi et Julie-Jasmine Boudreau sera avec nous plus tard à l'émission pour parler de culture. Il y aura bien sûr la revue de presse. Pour tout de suite, la météo avec Véronique Méran. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, une autre belle journée, encore de la chaleur? Oui, encore du temps. On dirait qu'on a installé les températures d'été. On va le prendre. Si ça peut durer durant toute la fin de semaine, ça sera encore mieux. On s'en va vers ça. Bon. On s'en va vers une belle fin de semaine pour une fois. Ce matin, on a des avis en vigueur sur la qualité de l'air, cependant, pour les Laurentides, la Naudière, la région de Québec, l'Outaouais, la fumée des feux. Alors, plus concentré pour les régions plus au nord. Montréal, Grand Montréal, Estrie, il n'y a pas d'avis sur la qualité de l'air, quoique c'est quand même mauvais par endroits ce matin, mais on n'atteint pas les seuils pour émettre un avertissement. Cette qualité de l'air-là va rester mauvaise aujourd'hui, là où il y a des avertissements. Samedi, fort probablement aussi, et il y aura amélioration par la suite. Mais côté conditions météo, c'est du beau temps. Au Pis-Aller, ciel variable cet après-midi. Les gens de l'Estrie, 40 de possibilité d'une averse en fin de journée. Des températures de l'ordre de 24 à 26 degrés. Bon, il y a encore un peu d'humidité, mais on sent que c'est quand même moins intense que ce qu'on a connu au cours de la journée de jeudi. Température la nuit prochaine, c'est du 15-16 degrés. Samedi, ciel variable dans l'ensemble. Probabilité d'averse, 40 pour Montréal, 30 pour les Laurentides. L'Outaouais, on ira avec une probabilité très faible aussi. C'est vers l'Estrie et Québec qu'en fin de journée, il pourrait y avoir une petite averse, un orage, mais pas quelque chose pour gâter complètement la journée. Simplement une probabilité. 25 à 27 degrés samedi et dimanche, du beau temps, des températures de l'ordre de 24 à 25 aussi. Peut-être une tendance à l'ennuagement plus variable fin de journée dimanche, mais pas de précipitation. Donc, une belle fin de semaine dans l'ensemble et la première à saveur estivale. Ça va faire du bien. Pour ce qui est de l'Abitibi, avis sur la qualité de l'air également, aujourd'hui en vigueur, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean aussi, en raison des particules de la fumée des feux. Le ciel est plutôt nuageux du côté de l'Abitibi. On aura une belle fin de semaine. Cependant, les températures se maintiennent entre 22 et 24 degrés. Le Saguenay, ça s'ennuagera cet après-midi. Possibilité d'averse ce soir, un peu de pluie samedi, beau temps dimanche. Les températures demeureront entre 23 et 26. Pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord,
Côte-Nord. Plutôt beau temps. Ennuagement fin de journée, quelques averses samedi. Retour du soleil dimanche pour le Bas-Saint-Laurent. Ce sera un peu hésitant encore vers la Gaspésie et la Côte-Nord. Pour ce qui est de l'Ontario, on a beaucoup de fumée, donc sur l'ensemble du territoire. C'est une tendance qui est au ciel en mélange soleil-nuage. C'est du 23 à 26 degrés. Et dans l'ouest, le temps plus chaud s'installe à Vancouver. Ça ira jusqu'à 25 et un peu plus par endroit. Ensoleillé et sec pour les prochains jours. Edmonton, Calgary, Regina et Winnipeg, c'est brumeux, ciel variable, probabilité d'averse d'orage, c'est du 30 %. Les températures varient entre 24 et 27 degrés. 15 mm de pluie à venir dans le nord du Manitoba dimanche. Ça va peut-être faire du bien un peu pour ces incendies de forêt. On va prendre effectivement tout ce qui passe. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Olivier, on va parler de sport. Bonjour d'abord. Bonjour. On va commencer par le basket. Halliburton looking. Halliburton driving, pulls up, jump shot. It's good! It's good! With 3/10 of a second. Alors, c'est cette finale entre les Pacers de l'Indiana et le Thunder d'Oklahoma City. Et les Pacers ont surpris le Thunder lors de ce premier match. Oui, ça a été un match à l'image peut-être des séries éliminatoires des Pacers de l'Indiana qui sont certainement dans cette série face au Thunder d'Oklahoma City, peut-être les négligés. Et hier, ils ont joué peut-être comme les négligés, c'est-à-dire se cacher un peu avec accusant un retard tout au long de la rencontre. Et il aura fallu ce tir, ce que vous avez entendu, ce tir alors qu'il ne restait que 3/10 au match de Tyrese Halliburton pour donner cette avance de 1 point qui a tenu victoire de 111-110 des Pacers de l'Indiana. Pourtant, un très bon match dans l'ensemble pour le Thunder, mais malheureusement, en toute fin de match, ils se sont fait coiffer. On peut regarder seulement la performance de Shai Gilgeous-Alexander hier, 38 points pour le joueur le plus utile de la NBA cette saison, donc rien à lui reprocher. Luguentz-Dort aussi a connu un bon match avec 15 points, surtout de la ligne de 3 points. Là, il a été très efficace défensivement aussi, mais effectivement, on le savait, le scénario était écrit. On le savait que les Pacers n'abandonneraient jamais et c'est ce qu'ils ont fait dans cette victoire. Je vous invite à écouter Bénédicte Mathurin qui était dans le camp des gagnants hier. Mathurin qui a terminé le match avec 5 points. Son jeu défensif a été souligné à quelques reprises. Très heureux de la victoire des siens. Ça dit qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut continuer à jouer jusqu'à la fin. C'est ce qu'on a fait. Je trouve qu'on est habitué à ces moments et c'est ce qui va permettre c'est ce qui va nous donner l'avantage dans la série. Et pour Luguentz-Dort, on est très loin de baisser les bras, bien entendu, après une première défaite, alors qu'on était à la maison et alors qu'on avait les Pacers dans les cadres tout au long de ce match. La foule va toujours nous supporter, même si on gagne ou on perd ou n'importe quoi durant tout le match. Ça, on aime ça, mais on a des trucs à travailler. Demain, on va regarder du film, on va voir qu'est-ce qu'on peut s'améliorer sur. C'est sûr qu'on aurait voulu gagner ce match-là, mais faut nous battre 4 fois. So, on a encore d'autres matchs à jouer. C'est pas mal quand même dans une finale de NBA avoir 2 extraits comme ça en français. Oui, et on va en avoir tout au long de cette série. Match numéro 2, c'est c'est dimanche. Parfait, merci beaucoup Olivier. Bonne journée. Au revoir. C'est ce qui a été décrit par plusieurs médias comme une bataille de milliardaires, Elon Musk et Donald Trump. Ce sont des échanges acrimonieux entre les deux hommes. Le gouvernement ou Donald Trump, le président, qui menace de retirer des contrats du gouvernement à Elon Musk. L'autre réplique en disant que le président se trouve dans les dossiers Epstein, du nom de ce financier qui s'est suicidé en prison après avoir été accusé de crimes sexuels. Ces dossiers-là demeurent confidentiels jusqu'à maintenant. Bref, ça brasse entre les deux anciens amis. Voilà, avec 2 égos aussi surdimensionnés, on pouvait peut-être s'y attendre, mais on s'attendait peut-être pas à ce que ça soit aussi spectaculaire. On va revenir un peu en arrière. La semaine dernière, d'abord, Elon Musk annonce qu'il quitte l'administration Trump. Ça se fait quand même dans la bonne humeur. L'annonce est dans le bureau ovale. Donald Trump offre même une clé en or à Elon Musk. Mais dimanche, l'homme le plus riche du monde accorde une entrevue dans laquelle il dit qu'il est déçu de la loi budgétaire à laquelle tient tellement Donald Trump en disant que ça va creuser encore plus le déficit budgétaire américain. Et en osant critiquer Trump, on a l'impression que Elon Musk a délié la langue de certains républicains et c'est ensuite que tout dérape et ça commence avec cette mêlée de presse du président dans le bureau ovale alors que le chancelier allemand était de passage à Washington. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem
And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars. Selon le président, Elon Musk est devenu frustré parce qu'il s'est rendu compte que les subventions destinées aux véhicules électriques allaient être coupées dans cette loi budgétaire du président. Et là, ça s'est poursuivi sur les réseaux sociaux. Voilà. Le président a d'abord menacé de suspendre les contrats accordés à SpaceX, par exemple, en disant, bon, ça serait une très bonne façon, très rapide, d'économiser des fonds publics. Elon Musk réplique en annonçant la mise à l'arrêt immédiate de ses fusées et navettes spatiales. Ça compromet beaucoup de choses pour la NASA parce que c'est le seul vaisseau capable de ravitailler la Station spatiale internationale. Puis est venue cette bombe. C'est comme ça que Elon Musk l'a qualifié quand il a affirmé sur X que le nom de Donald Trump figure dans les dossiers Epstein du nom de ce financier, vous l'avez dit, à la tête de vastes scandales sexuels. Bon, depuis, il y a des proches de l'entourage des deux hommes qui tentent de calmer le jeu pour éviter que cette guerre de mots ne devienne encore plus sérieuse. Il pourrait même y avoir tentative d'apaisement aujourd'hui. Là où c'est plus calme, pardon, et peut-être un peu plus constructif, c'est entre le premier ministre Mark Carney, le premier ministre canadien, et Donald Trump. Là, il y a des échanges assez continus entre les deux hommes, oui, a-t-on appris. Des coups de téléphone, des échanges textos, dans l'espoir de peut-être faire lever certaines barrières tarifaires à temps pour le sommet du G7 la semaine prochaine. Des échanges très discrets. En fait, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui a dévoilé qu'il y avait ces échanges directs entre les deux hommes. Maintenant, qu'est-ce que Mark Carney tente d'accomplir avec ses discussions en coulisses avec le président? On va écouter la ministre Mélanie Joly là-dessus. On est en guerre commerciale. C'est normal qu'au même moment où cette guerre commerciale a lieu, qu'il y a également des discussions diplomatiques. Ceci étant dit, je vous dirais que nous, il ne faut pas être naïf. Il faut continuer à se protéger. Hier, Mark Carney déclarait lui-même que les deux pays étaient engagés dans des négociations intenses concernant les tarifs et que le Canada se préparait à des représailles si ces négociations-là échouaient. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, une seule entreprise québécoise a obtenu de l'aide financière et, on parlait de guerre commerciale là, avec Vincent entre le Canada et les États-Unis. Donc, une seule entreprise québécoise qui obtient de l'aide financière justement pour faire face aux tarifs douaniers. Et c'est ce que révèle ce matin le quotidien Le Devoir à sa une seule entreprise qui a bénéficié d'un programme d'aide créé par Québec en mars pour appuyer le secteur privé à affronter les tarifs douaniers du gouvernement Trump. Investissement Québec a accordé un seul prêt dans le cadre de ce programme, un prêt d'un montant de 7,87 millions de dollars selon les données gouvernementales. Pourtant, 15 autres demandes ont été reçues, mais elles sont toujours en analyse. Et à la vue de ces chiffres, le ministère de l'Économie en conclut que les impacts des tarifs sur les liquidités des entreprises demeurent généralement limités. Malgré tout, les entreprises apprécient l'existence du programme selon la présidente directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Julie White. C'est ce qu'elle mentionne en entrevue avec le quotidien Le Devoir. Parlant des tarifs, le Canada qui affiche un déficit commercial record. C'est la une ce matin du Globe and Mail. Alors que les tarifs douaniers pèsent sur la demande, les valeurs des exportations aux États-Unis, vers les États-Unis, a chuté de 15,7 % en avril, selon des données de Statistique Canada publiées hier. Les exportations canadiennes se sont effondrées en avril et le déficit commercial a atteint un niveau record, une baisse qui a été généralisée et s'explique par le recul marqué des exportations d'automobiles, de biens de consommation et de pétrole brut. Les importations, elles, en provenance des États-Unis, ont chuté de 10,8 %. On parle beaucoup de Saclic et de ce fiasco financier. Eh bien, on apprend ce matin par nos collègues Thomas Gerbet et Daniel Boily sur le site de Radio-Canada que le budget du projet pilote du dossier numérique, donc en santé, dossier santé numérique, explose. Le budget, en fait, le projet pilote fait face à des dépassements de coûts de 138 millions de dollars, près de 50 % du budget total, selon nos collègues de Radio-Canada. Le dossier santé numérique doit révolutionner le travail du personnel soignant en lui permettant d'avoir accès à tout moment
moment aux documents des usagers, aux rendez-vous, à des ordonnances électroniques notamment. Et selon deux sources au cœur du dossier, le ministère de la Santé avait oublié d'inclure dans le budget le coût de la formation des employés. Alors, le projet pilote doit se déployer dans 2 régions de la province, le CIUS de la Mauricie du centre du Québec et celui du nord de l'île de Montréal. Et en plus du coût plus cher, plus élevé, eh bien, on apprend ce matin que le déploiement sera aussi en partie retardé. Et puis, un ancien compagnon d'Oussama Ben Laden menaçait de faire exploser une bombe à Montréal. C'est en une du Journal de Montréal. En une du Journal de Montréal, mais vous avez également un texte dans La Presse Plus ce matin. L'homme a été condamné il y a 15 ans à la prison aux États-Unis en raison de ses liens avec Oussama Ben Laden. Eh bien, ce Canadien, aujourd'hui sans abri, a été arrêté à Montréal pour avoir menacé de faire sauter une bombe dans le transport en commun. Il se trouvait à Montréal, a été arrêté pour avoir proféré de sérieuses menaces, écrit le Journal de Montréal ce matin. Il aurait déclaré la semaine dernière son intention de commettre une attaque dans le but de tuer un grand nombre de personnes à un intervenant de la mission Oldbury, selon la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Alors, l'homme de 51 ans était alors à son premier passage au refuge d'urgence. Les policiers montréalais sont intervenus rapidement, écrit ce matin le Journal de Montréal, mais compte tenu de la teneur des propos, vous comprendrez que l'enquête a été transférée assez rapidement à la GRC. Alors, il a été accusé de menaces de mort. Il a comparu hier au Palais de justice de Montréal. Une évaluation de son état mental a été ordonnée, raconte le Journal de Montréal ce matin. Parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Bon week-end. Et puis, je termine juste en vous disant qu'on vient de recevoir un communiqué du bureau du premier ministre du Canada pour dire que Mark Carney s'est entretenu il y a quelques heures avec le premier ministre de la Chine. Les dirigeants ont discuté, entre autres, des relations entre les 2 pays et de l'importance du dialogue et de régulariser les voies de communication entre le Canada et la Chine. Il y aura certainement des développements là-dessus aujourd'hui. C'est l'heure de la chronique culturelle de Julie-Jasmine Boudreau à cette heure-ci. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Mathieu. On va commencer par un documentaire sur le coaching, les coachs de vie. Donc des gens qui viennent un peu nous aider à prendre notre vie en main, notre destinée en main. Je ne sais pas si je l'explique comme il faut, mais ça prend l'affiche aujourd'hui. Ça s'appelle Plein potentiel. Donc développer, on comprend son plein potentiel. Exactement, le plein potentiel. Et la formule choisie, c'est de présenter des tranches de vie dans cet univers-là. Je dis tranches, mais c'est tranches au pluriel. C'est donc 15 séances mis bout à bout, de toutes sortes de formes de coaching, en leadership, en séduction, en sport, en croissance personnelle. La première scène du film, ce sont 2 femmes accroupies près d'un surface glacée avec un trou, donc de l'eau pour s'y plonger. Et l'une dit à l'autre, nettoie ton intention, laisse des choses derrière toi, sens-toi powerful. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Un peu plus tard, dans le film, on rencontre Marc Dumaine. Lui, c'est un conférencier, formateur qui se présente comme étant un expert en plein potentiel humain. Puis on l'entend chez lui. Je vais vous faire écouter un extrait. Dans 3, 2, 1. Parfait. Si tu tombes sur cette capsule, à cet instant précis, c'est peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Ce que tu es en train de vivre présentement, c'est non seulement confrontant, c'est ce que tu as besoin de vivre pour ton élévation. OK, mais il y a comme de tout là-dedans. Puis le regard porté par la réalisatrice, quel est-il sur ce phénomène-là? Parce qu'il y a vraiment l'air d'avoir toutes sortes de choses. Exactement. Je dirais que c'est exposer. Exposer tout simplement. Elle cherche à montrer ce qui se passe derrière les portes closes. Et moi, je n'ai senti aucun jugement de sa part. Je trouve que cette démarche-là est respectueuse. C'est un point de vue qui est très, très admirable. Elle s'appelle Annie Saint-Pierre, d'ailleurs. Elle a une vingtaine de documentaires à son actif. Même en fiction aussi, j'avais vu un de ses courts métrages. Puis, elle exposait souvent des sentiments assez douloureux avec sensibilité. Puis moi, j'ai retrouvé ça là-dedans. Et je l'ai entendu en entrevue à la radio où elle disait
fait. On a filmé à petite équipe réduite. On s'est assuré du consentement. Puis des fois, on a dit, êtes-vous certain que vous voulez qu'on garde cette séquence-là au montage? Mais on rentre, Mathieu, dans des moments tellement intimes, tellement de grande vulnérabilité dans certains cas. Moi, j'ai senti qu'on envoyait dans les derniers retranchements des participants. Un point tel que je me suis dit, est-ce que c'est ma place de voir ça? Ah oui, un petit peu malaisant. Là. Oui, parce qu'il y a une femme qui, on comprend qu'elle a des problèmes à s'affirmer, de prendre les rênes de sa vie. Puis là, elle va participer à un atelier avec des chevaux. C'est comme métaphorique pour justement reprendre les rênes, remonter en selle. Et on va gratter le bobo. C'est fait quand même en douceur, mais assez pour me dire, oh mon Dieu, il me semble que je ne suis pas certaine que je serais supposée de voir ça. Okay. Alors, moi, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie parce que je me suis dit, c'est clair que ces gens-là vont chercher quelque chose là-dedans. Puis, des fois, ça peut être très ludique, mais des fois, ça peut être très remuant, comme je l'expliquais. Ce qui m'amène, par contre, à me dire, je pense que ça m'a donné envie d'avoir une enquête journalistique sur le sujet, ce qui n'est pas la mission du documentaire, ce qui n'est pas le point de vue de Dany Saint-Pierre, la réalisatrice. Mais tu sais, c'est une profession qui est en plein essor. Est-ce qu'il y a une formation... Parce qu'il y a une sorte de charlatan là-dedans. Là. Bien, c'est ça. Est-ce que sont où les drapeaux rouges? Est-ce qu'il y a un ordre qui régit ça? Donc, on dirait que j'avais plein de questions. Cela dit, ce que je trouve intéressant là-dedans, puis on le comprend dans le documentaire, c'est qu'il y a certainement un besoin psychologique ou encore spirituel qui n'est pas comblé pour que ces personnes-là se tournent vers ce genre de séances-là. Alors, ce que je trouve intéressant avec le plein potentiel, le documentaire, c'est que cette œuvre me donne envie d'en savoir plus. Alors, dans cette fonction-là, je trouve ça vraiment intéressant. Et je l'avoue, je trouve que l'approche est très respectueuse. Alors, après ça, on voit que ça existe. D'ailleurs, Jolie feuille de route, ça a été présenté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Ça, c'était l'automne passé. Puis, ça a été présenté aussi à South by Southwest, festival aux États-Unis, là, très, très, très connu. Ça sort aujourd'hui. On voit ça où? On voit ça en salle. En salle? Oui, okay. oui. Au cinéma. Parfait. Excellent. Alors, informez-vous donc sur Plein potentiel, ce documentaire. On va parler de musique. L'été dernier, Dominique Fils-Aimé, oui, s'est produite sur la grande scène du Festival de jazz de Montréal quand même. Et de ça est né un album. Oui, un album en direct, une captation en direct qui s'appelle Live at Montreal International Jazz Festival. Merci. Alors là, il y a deux clans dans la vie. Ceux qui adorent, ceux qui détestent les albums en direct. Moi, je vais vous dire, j'aime les albums qu'on dit live ou en spectacle ou en direct, peu importe. Mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, quand il y a eu des petites contre-performances, des petites erreurs, d'aller retoucher ça en studio. Ça, je trouve ça ordinaire. Un album live, il faut que ce soit vraiment une captation en direct. Ben, j'ai un exemple pour vous, les derniers instants de la première chanson de cet album. Ouais, ça, on veut entendre ça. Ça, on veut entendre ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est que des fois, les artistes vont déroger un peu de la version originale puis vont apporter comme une autre lecture de leur pièce en spectacle. Et le jazz. Le jazz est tout à propos pour ça. Donc, si vous êtes les grognons qui n'aimez pas ça, commencez par celui-ci parce que c'est ça, ça permet cette improvisation-là. En plus, on parlait de moments magiques, de doux souvenirs qu'on peut vivre ou revivre. Et Dominique Fils-Aimé, sa voix, Mathieu. La voix de cette fille, c'est un instrument. Donc, évidemment, ça donne une mer de possibilités. Elle est avec 16 musiciens choristes. Alors, c'est vraiment une expérience bonifiée, bien sûr. Puis, je vais vous faire écouter un autre petit extrait. C'est bon. Ça donne le goût. Puis là, et on oublie aussi qu'il fut un temps où les albums jazz, c'était la consécration. Alors moi, je trouve que jazz, et surtout en direct, en fait, c'est ce que je voulais dire, donc en direct ou capté en direct. Alors, puis c'est une occasion de la voir et de l'entendre, parce qu'elle sera au festif là, à Baie-Saint-Paul le 18 juillet, mais sinon, elle est ailleurs. Elle est au Japon, elle est au Maroc, elle est un peu partout. Alors voilà, c'est un album capté en direct pour Dominique Fils-Aimé. Ça sort aujourd'hui, ça aussi. Live at Montreal International Jazz Festival. Vous êtes fous, j'adore. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine. Voilà donc pour cette édition dans la Une. Merci d'être à l'écoute à tous les jours. On se retrouve lundi. Merci, Festival de Jazz de Montréal! Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment.
comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.